Seigneur Benoît de Sinetti, bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame. Vous êtes vicaire général de l'Archevêque de Paris chargé des migrants, ancien aumônier des scouts de France. Alors bien entendu, on va se parler ensemble de cette assemblée des évêques qui court jusqu'à dimanche, mais parce que votre titre et vous êtes chargé des migrants, je voudrais vous entendre bien entendu sur les 20 mesures annoncées par Édouard Philippe aujourd'hui s'agissant de cette politique-là, de cette question des migrants. Resserrer les critères du regroupement familial typiquement, ou encore évidemment les quotas dans l'immigration économique, les mesures globalement qui ont été annoncées, comment les avez-vous accueillies ? Écoutez, d'ailleurs, je me réjouis qu'on en parle, parce que s'il y a bien un sujet qu'on tait depuis des mois et des mois, c'est celui-là. Donc il est bon qu'on en parle. C'est le débat qui a été ouvert l'autre jour, qui se poursuit aujourd'hui. Et tout cela est bien meilleur que d'en parler dans la rue. Voilà, c'est bien d'en parler dans les studios, dans les hémicycles, dans les lieux prévus à cet effet. Ensuite, moi, ce qui me navre un peu dans tout ça, si vous voulez, c'est que on nous force à avoir une vue étroite de la situation et de toute cette problématique, alors qu'il faut avoir une vue large. On s'attache, on s'épuise depuis 40 ans à traiter la question du comment on va faire, sans jamais réfléchir au pourquoi on en est arrivé là. Voilà. Le gouvernement envisage toutes ces mesures aujourd'hui parce qu'il considère que la situation n'est plus tenable en l'état. Bien sûr, mais donc il faut bien trouver des solutions ponctuelles, factuelles, à court terme. Mais ces solutions, elles règlent très ponctuellement les choses. En fait, la question c'est pourquoi tous ces gens viennent ? Qu'est-ce qu'on fait pour permettre qu'ils restent chez eux ? Qu'est-ce qu'on lance comme grande ambition de coopération ? Mais ça se passe au-delà de la France dans ces cas-là, vous bien sûr, savez mais comme moi. La France a quand même une vocation, me semble en tout cas, et elle le prétend, à pouvoir porter ce genre de projet. J'entends bien, mais néanmoins, il y a des mesures annoncées, une vingtaine. Les plus emblématiques, dirons-nous, c'est effectivement l'instauration d'un délai de carence de 3 mois à l'aide médicale de base, la PUMA, la protection universelle maladie. Quand même, sur cet aspect-là, je voulais vous entendre. Là, il y a des choses qui m'inquiètent un peu. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est la précarisation des gens. Vous voyez, je ne suis pas là pour savoir quels sont les critères qui doivent être mis en place pour obtenir ou pas un permis de séjour. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un juriste. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la précarisation des gens. Quand je vois les 3700 personnes entre la porte de la Chapelle et la porte d'Aubervilliers qui campent dehors, qui la nuit sont attaqués par des rats, c'est ça la réalité. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas de venir. Je ne sais pas s'ils auront ou pas un titre de séjour. Mais la précarisation et tout ce que vous dites sur la question de la PUMA, de l'AME, de toutes ces questions-là. Alors l'AME n'est pas mise en cause. Non, mais c'est qu'on voit bien qu'il y a derrière c'est ce que vous nous dites, il y a une intention. Une tentation de précariser un peu plus pour les dégoûter. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Ce que dit le gouvernement, c'est qu'il y a des abus aussi. Typiquement, dans le cadre de l'aide médicale, c'est là aussi qu'il veut pointer les choses et resserrer. Mais madame, il y a des abus en France sur bien des domaines, comme par exemple les congés maladie, par exemple. Toutes ces questions-là, est-ce que pour autant on va supprimer le droit aux gens d'être malades ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui abusent, il faut les dépister, il faut les repérer, il faut les punir. Mais pas punir la totalité pour une minorité. Donc c'est pas pour en finir avec ça, c'est pas une mesure pragmatique de resserrer les critères. Moi, je ne pense pas que ça suffise et je ne pense pas que ça soit efficace. Vous voyez, il y a des dizaines de milliers de gens qui demandent à être accueillis en France chaque année et qui ne le sont pas. Et ces gens-là, on les laisse se disperser dans la nature. On ne fait rien, ni pour les reconduire, ni pour les aider à repartir chez eux, ni en aucune manière. Donc tout ça, en fait, ça n'est pas satisfaisant. Mais c'est un problème, vous l'avez dit, mais bien plus européen, mondial. Il y a une chose, une chose, c'est que la France consacre à peu près 0,38% de son PIB chaque année à la coopération Nord-Sud. Pourquoi ne pas avoir l'ambition de se dire dans 2 ans 1% ? Des choses comme ça fait bouger. Alors, pour la première fois, Monseigneur, des non-évêques participent à l'Assemblée des évêques de France, là. Je voulais quand même en dire un mot avec vous, parce que c'est quoi ? C'est la volonté d'ouvrir l'Église à la société civile ? Ah oui, ça fait quelque temps déjà, aux laïcs, aux chrétiens baptisés, laïcs, oui bien sûr. C'est ce désir de prendre en compte la parole de tous les baptisés, parce que chaque baptisé a son mot à dire sur la vie de l'Église. Alors, la parole de tous, sauf qu'ils ne sont pas conviés sur la notion importante, et on va y venir, sur la réflexion pour les victimes de crimes pédophiles. Oui, alors, en fait, la question n'est pas de savoir ce que les évêques vont dire entre eux sur les victimes des crimes pédophiles. Ça a déjà été dit, ce sujet-là a déjà été abordé. La question, c'est des questions plus pratiques. C'est comment on met en place des dispositifs éventuels pour intervenir dans l'aide aux victimes. Et là, c'est pour le coup, c'est presque
des questions très techniques qu'il faut aborder. Et donc, c'est normal que ça soit abordé, j'allais dire, en interne. Par les petits groupes. Ouais. D'accord. Alors, précisément, sur cette question des victimes des crimes de pédophilie, comment ça se passe ? On parle d'une allocation de reconnaissance de la souffrance vécue. Par ce moyen, l'Église espère maintenir un lien avec les victimes ? Non, aucune somme d'argent ne dédommagera la souffrance des victimes. Rien ne pourra faire qu'un viol n'ait pas été un viol ou puisse être réparé. Ça n'existe pas, la réparation matérielle. C'est juste considérer que, parmi ces victimes, certaines peuvent se trouver plus en difficulté pour financer des soins, parce que, pour des situations humaines X ou Y, et qu'elles auraient besoin là de pouvoir être aidées financièrement, pour franchir un cap, pour quelque chose de très précis. Il ne s'agit pas d'imaginer qu'avec de l'argent, on va réparer le mal qui a été fait. Évidemment pas. L'Église compte financer ce fonds par les dons. Hein, c'est ce qui va être sans doute voté, parce que le vote a lieu demain ou samedi. La contribution des prêtres coupables, c'est une bonne idée, selon vous ? Moi, je pense à la contribution. Ma suggestion modeste, elle serait que ce soit les prêtres eux-mêmes. C'est moi, comme prêtre, je suis solidaire, de par ma fonction, de mes frères prêtres, y compris de ceux qui sont criminels et qui ont fait des horreurs. Et donc, il me semble que, par un geste symbolique, les prêtres pourraient être invités à contribuer à ce fonds de solidarité. Vous savez, le salaire d'un prêtre, c'est 1100 € par mois, TTC. Donc, on n'est pas millionnaire. Mais moi, il me semble important, à titre personnel, et je ne suis pas le seul, beaucoup de confrères sont dans mon cas, de me dire, si un fonds comme celui-là existait, moi, je voudrais être le premier à y contribuer. Voilà, parce que comme prêtre, je dois manifester à la société, et notamment aux victimes, mon désir de réparation. Une façon de se racheter, une façon de se racheter après le déni de Monseigneur Barbarin. L'Église souhaite lever l'omerta aujourd'hui. Vous l'aurez compris, je ne suis pas moi Monseigneur Barbarin ni un tel. Moi, je suis ce que je suis. Bien sûr. Donc je n'ai pas à me racheter une conscience, mais à manifester mon désir de permettre qu'on puisse avancer vers non pas une réparation, mais vers un accompagnement meilleur, vers une demande de pardon. Monseigneur Benoît de Sinetti, la conférence, elle est aussi axée sur l'écologie. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'Église, sur l'écologie ? Écoutez, vous avez vu, le pape François a écrit un texte Laudato Si au moment de la COP21, à l'époque où Nicolas Hulot menait la COP21 à Paris il y a quelques années. Ce texte a eu énormément de bruit, y compris chez les chefs d'État. Beaucoup de chefs d'État en ont émis directement au pape. Barack Obama lui a même dit qu'il l'avait comme livre de chevet quand il était à la Maison-Blanche. Donc l'Église, elle a une voix qui porte. Et cette voix, elle consiste notamment à dire aux hommes, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Monseigneur, juste une toute petite question rapide sur Notre-Dame de Paris. L'engagement de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, comme l'a annoncé Emmanuel Macron, va être tenu selon vous ? Évidemment, il y a les dons, il y a... Alors, je ne suis prêtre, je ne suis pas de druide ni de vin. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que mon espérance, c'est que je ne sais pas si... j'espère que vous l'êtes aussi, comme parisienne, comme française, oui, bien sûr. Mais ce que je peux vous dire, c'est que d'ici 5 ans, certainement, nous pourrons revenir célébrer le culte dans l'église Notre-Dame de Paris. Et c'est cela le plus important. La date de la pose de la dernière tuile, de la dernière ardoise, de la dernière pierre, ça on verra bien. Merci beaucoup, Monseigneur Benoît de Sinetti, d'être venu dans ce studio ce soir. Merci.